Mon hôtesse de l'air m'a glissé un mot, faites semblant d'être malade. Sortez de cet avion. Je l'ai ignoré, elle est revenue, s'il vous plaît. Je vous en supplie. 2 heures plus tard, l'hôtesse de l'air a posé une serviette sur ma tablette. Ses mains tremblaient. Écrit à l'encre précipitée, il y avait les mots, faites semblant d'être malade. Descendez de cet avion, tout de suite. J'ai levé les yeux vers elle, incrédule. Ses yeux étaient remplis de panique. Pas d'irritation, pas de confusion. De la peur pure. Elle s'est penchée plus près et a murmuré, s'il vous plaît, je vous en supplie. À ce moment-là, je ne savais pas si c'était une farce, une erreur, ou quelque chose de bien plus grave. Mais ce qui s'est passé 2 heures plus tard a prouvé une chose. Son avertissement n'était pas seulement réel. C'est la raison pour laquelle je suis encore en vie aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous regardez. Cette histoire pourrait arriver à n'importe qui. Je m'appelle Isla Warren. Je suis une infirmière itinérante de 30 ans qui a vu assez de souffrances humaines pour toute une vie. J'ai tenu la main de patients rendant leur dernier souffle. J'ai réconforté des familles dans les couloirs des hôpitaux. Après des mois de travail non-stop, j'ai décidé de prendre une courte pause et de surprendre ma mère à Boston. Elle venait de se remettre d'une chirurgie cardiaque, et elle n'arrêtait pas de dire que ma voix l'aidait à guérir plus vite. J'avais hâte de voir son visage quand j'arriverais à l'improviste. C'était un après-midi normal à l'aéroport de LAX. Les gens riaient. Des enfants pressaient leur visage contre les vitres du terminal, regardant les avions circuler, et des voyageurs d'affaires tapaient sur leurs ordinateurs portables. Je me sentais fatigué mais paisible. J'ai murmuré une rapide prière de gratitude pour le fait que la vie commençait enfin à se sentir stable à nouveau. En montant à bord de l'avion, j'ai remarqué que les hôtesses de l'air accueillaient les passagers avec des sourires de circonstance. Mais l'une d'entre elles, dont le badge indiquait Alyssa, était différente. Elle n'était pas seulement polie. Elle observait. Ses yeux scannaient chaque personne qui montait à bord, comme si elle mémorisait les visages. Quand nos regards se sont croisés, elle a hésité une demi-seconde, presque comme si elle me reconnaissait, puis a rapidement détourné le regard. Mon siège était près du milieu de l'avion, côté couloir. En face de moi était assis un homme en veste noire qui n'arrêtait pas de bouger nerveusement. Il a ouvert le compartiment à bagages supérieur 2 fois, même s'il ne mettait rien à l'intérieur. À côté de lui, un adolescent silencieux serrait un sac à dos contre sa poitrine. Rien ne semblait anormal, mais l'atmosphère n'était pas celle du bavardage habituel d'avant-vol. Il y avait une tension, subtile, comme un orage silencieux se formant sous un ciel clair. J'ai envoyé un texto à ma sœur Chloé. Suis monté dans l'avion. Maman ne sait pas que j'arrive. Prépare-toi à filmer sa réaction. Elle a répondu avec des émojis en forme de cœur et des rappels de lui apporter les biscuits spéciaux de la boulangerie de l'aéroport. Tout semblait assez normal lorsque j'ai bouclé ma ceinture et ajusté mon siège. Mais ensuite, j'ai remarqué à nouveau Alyssa. Elle se déplaçait lentement dans l'allée, faisant semblant de vérifier les compartiments à bagages, mais ses yeux n'étaient pas sur les bagages. Ils étaient sur les gens. Elle semblait terrifiée par quelqu'un, mais je ne pouvais pas dire qui. En arrivant à ma rangée, elle s'est penchée comme pour poser une serviette sur ma tablette. Elle n'a jamais établi de contact visuel, n'a jamais changé d'expression, puis elle a continué à marcher. J'ai déplié la serviette. Vous n'êtes pas en sécurité. Faites semblant d'être malade. Descendez de cet avion immédiatement. Mon esprit est devenu vide. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était une farce. Peut-être que quelqu'un filmait des réactions pour une expérience sociale. Peut-être que c'était une sorte d'erreur. Mais quand j'ai regardé Alyssa, elle s'était arrêtée au bout de l'allée. Elle s'est retournée lentement et a croisé mon regard. Il n'y avait pas d'humour sur son visage, pas de confusion, seulement de l'urgence. Mon pouls a commencé à s'accélérer. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi pour voir si quelqu'un d'autre avait reçu une serviette. Tout le monde semblait calme. Personne d'autre ne paraissait alarmé. Quelque chose se passait, et j'étais la seule passagère à être prévenue. Je ne savais pas quoi croire, mais une chose était certaine. Je ne pouvais pas ignorer le regard dans ses yeux. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé quand je suis restée assise, et pourquoi ce vol a changé chaque partie de ma vie, restez avec moi. Et n'oubliez pas de vous abonner et de commenter votre pays ou votre ville, ci-dessous. C'est une histoire que le monde a besoin d'entendre.
La serviette reposait sur mes genoux comme une bombe à retardement, chaque mot résonnant dans mon esprit. Vous n'êtes pas en sécurité. Faites semblant d'être malade. Descendez de cet avion immédiatement. Mes instincts me hurlaient de faire quelque chose, mais la logique me tenait figé sur place. J'ai jeté un regard discret vers Alyssa, l'hôtesse de l'air, qui se tenait près de l'office, le dos droit et les yeux fixés non pas sur moi, mais sur deux passagers assis 3 rangées plus loin. Sa posture n'était pas décontractée. Elle était sur ses gardes, comme si elle se préparait à ce que quelque chose se produise. J'ai essayé de me convaincre que je surréagissais. Peut-être qu'elle avait glissé le mot à la mauvaise personne. Peut-être qu'il ne m'était même pas destiné. Mais ensuite, elle s'est retournée à nouveau, et pendant une fraction de seconde, ses yeux se sont posés sur les miens, et j'ai vu quelque chose qui a fait voler en éclats toutes les excuses qui se formaient dans mes pensées. De la peur brute. Ce n'était pas le visage de quelqu'un qui faisait une farce. C'était le visage de quelqu'un qui essayait de sauver une vie. J'ai regardé autour de moi dans la cabine pour détecter quelque chose d'inhabituel. Un homme en sweat à capuche gris était assis là, rigide, sur un siège près du hublot, ses mains agrippant le bord des accoudoirs comme s'il se préparait à un impact. De l'autre côté de l'allée, une femme en tailleur n'arrêtait pas de taper du pied rapidement, regardant vers l'avant de l'avion au lieu de se plonger dans son livre. Mais ce qui m'a donné la chair de poule, c'était l'homme à la veste noire près de la sortie de secours. Il n'était pas nerveux. Il était trop calme, concentré. Son regard dérivait constamment vers la porte du cockpit, puis vers Alyssa, comme s'il attendait un signal. Je me suis agité sur mon siège et j'ai essayé de calmer ma respiration. Il devait y avoir une explication rationnelle. Peut-être que quelqu'un à bord avait une urgence médicale, ou une dépression nerveuse. Peut-être. Et puis j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Les compartiments à bagages au-dessus de la cabine de première classe avaient été scellés avec des attaches autobloquantes jaunes. Quelque chose que je n'avais vu qu'une seule fois, lors d'une vidéo de formation sur les risques de sécurité en vol. Mon expérience d'infirmière m'avait appris à lire rapidement les situations. Quelque chose n'allait pas ici. Quelque chose était contenu, surveillé, contrôlé. Avant que je puisse y réfléchir, Alyssa s'est soudainement approchée de moi, faisant semblant de vérifier ma ceinture de sécurité. Elle s'est penchée, sa voix à peine audible. Faites-le maintenant. Dites que vous vous sentez faible. Si vous restez sur ce vol, vous n'atterrirez pas vivante. Je voulais parler, poser des questions, mais son expression m'a arrêté. Ce n'était pas de la peur pour elle-même. C'était de la peur pour moi. Elle s'est redressée, a souri mécaniquement, et a continué dans l'allée. Mon corps picotait d'adrénaline. J'ai lentement tendu la main vers le bouton d'appel pour signaler que j'avais besoin d'aide. Mais avant d'appuyer, j'ai hésité. Si c'était réel, et si attirer l'attention sur moi aggravait les choses? Et si faire semblant d'être malade déclenchait le danger dont elle m'avertissait? Mes doigts ont effleuré le bouton lorsqu'un bruit sourd a retenti à l'arrière de l'avion, comme si quelqu'un avait laissé tomber quelque chose de lourd. Instantanément, les têtes se sont tournées. Un steward s'est précipité vers le bruit, et j'ai aperçu son visage, blanc comme un linge. Derrière lui, l'adolescent qui serrait son sac à dos respirait rapidement dans ses mains. Ses yeux allaient et venaient, paniqués, mais sa panique ne ressemblait pas à la peur de l'avion. Elle ressemblait à la peur d'être découvert. Il n'arrêtait pas de murmurer à voix basse, « Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. » Comme si quelqu'un l'avait forcé à monter dans cet avion contre sa volonté. Soudain, le son des moteurs de l'avion a changé alors qu'il commençait à rouler plus vite vers la piste. Mon cœur battait la chamade. C'était le moment. Une fois l'avion en l'air, toute chance d'intervenir en toute sécurité disparaîtrait. J'ai regardé par le hublot le terminal que nous laissions derrière nous et j'ai réalisé, avec une certitude profonde, que j'étais sur le point de prendre la décision la plus importante de ma vie. Puis mon téléphone a vibré dans ma main avec un texto de ma sœur. « Envoie-moi une photo de l'avion. Je veux la poster avant que maman ne te voie. » Un moment de déchirement m'a frappé. Elle n'avait aucune idée. Personne ne le savait. J'ai tapé rapidement. Quelque chose ne va pas pris pour moi. Mon doigt a hésité. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Alors que l'avion tournait vers la piste, j'ai soudain senti une vague de vertige. Pas simulée, mais réelle. Provoquée par la peur pure. Ma vision s'est brouillée, et j'ai réalisé que ne rien faire était l'option la plus dangereuse de toutes.
J'ai débouclé ma ceinture et je me suis levé, chancelante. Quelques passagers se sont tournés pour me regarder avec irritation, supposant que je causais un retard, mais je m'en fichais. En entrant dans l'allée, l'homme à la veste noire a tourné lentement la tête vers moi. Ses yeux étaient froids, évaluateurs comme ceux d'un prédateur, remarquant un mouvement inattendu de sa proie. À ce moment précis, Alyssa est apparue à côté de moi, plaçant une main ferme sur mon bras, non pas pour m'arrêter, mais pour me guider. Sa voix était calme, mais ses mots étaient glaçants. « Suivez-moi si vous voulez vivre. » Alyssa gardait sa main fermement sur mon bras, comme si elle aidait une passagère malade, mais la prise était trop intentionnelle pour être purement de soutien. Les yeux de l'homme à la veste noire brillèrent de suspicion alors qu'il se levait lentement de son siège, faisant semblant de s'étirer. Tous mes sens se sont mis en alerte maximale. Alyssa m'a guidé vers l'avant de l'avion, sa voix assez forte pour que les autres l'entendent. « Madame, respirez profondément. Nous allons vous chercher de l'eau. » Mais juste au moment où nous atteignions l'office, elle s'est penchée et a murmuré d'un ton bas et urgent, « Ne regardez pas en arrière. Quelqu'un vous observe. Votre siège n'a pas été attribué par accident. » Ma poitrine s'est serrée alors qu'elle me faisait asseoir sur le strapontin près de la porte de secours. Le steward s'est placé à côté d'elle, faisant semblant de chercher de l'oxygène. Les lèvres d'Alyssa bougeaient à peine alors qu'elle continuait, « La personne qui cible ce siège pense que vous êtes quelqu'un d'autre. Si vous restez sur ce vol ou retournez à votre siège, ils agiront pendant l'altitude de croisière. » Mes pensées fusaient. Comment mon siège pouvait-il être ciblé? Était-ce un cas d'erreur sur la personne? Et si j'étais assise à un siège destiné à quelqu'un d'autre, à qui ce siège était-il destiné? Alyssa a fouillé dans un compartiment et a subtilement glissé un petit appareil vers son collègue. Un signal silencieux est passé entre eux. Le collègue a hoché la tête et s'est éloigné rapidement. Alors que l'avion continuait de rouler, j'ai vu le calme professionnel d'Alyssa commencer à se fissurer. Sa respiration s'est légèrement accélérée alors qu'elle passait un appel au cockpit, demandant un retour d'urgence à la porte en raison d'une escalade médicale. La voix du capitaine a répondu avec hésitation, demandant confirmation, et c'est là que je l'ai vue. Alyssa a regardé par-dessus mon épaule, au-delà du rideau, et a croisé le regard de quelqu'un. L'expression de son visage s'est durcie. Le capitaine a alors annoncé que nous subissions un court retard et que nous retournions à la porte. L'atmosphère a changé instantanément. Les passagers ont commencé à murmurer d'irritation, gémissant bruyamment. Mais sous le bruit de surface, j'ai senti quelque chose de plus profond. La panique de certaines personnes dont les plans étaient perturbés. L'homme à la veste noire était maintenant complètement debout, son attitude calme avait disparu. Il a jeté un coup d'œil vers la porte du cockpit, puis vers moi, puis vers les compartiments à bagages, comme s'il calculait chaque angle. Derrière lui, l'adolescent silencieux serrait son sac à dos encore plus fort, ses lèvres bougeant rapidement comme s'il priait. La femme en tailleur a sorti son téléphone et a commencé à envoyer des textos furieusement, ses mains tremblant. Alyssa s'est positionnée entre moi et l'allée, bloquant leur ligne de vue, comme si elle savait que tout mouvement brusque vers la sortie pourrait déclencher le chaos. « Vous devez choisir maintenant », a-t-elle murmuré tout en gardant un sourire professionnel pour les apparences. « Si vous descendez de cet avion, votre vie sera bouleversée. Mais si vous restez, vous n'aurez pas d'autre chance de partir en vie. » Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. J'ai pensé à ma mère qui attendait à Boston, pensant que je n'étais qu'à quelques heures. J'ai pensé à ma sœur, probablement en train de rire dans sa chambre d'étudiante, montant une vidéo amusante pour surprendre maman. Puis j'ai pensé au fait que si Alyssa avait raison, ma famille ne me reverrait jamais. L'avion retournait maintenant vers le terminal, mais nous étions toujours en mouvement. Si la menace était désespérée, il pourrait agir avant même que nous atteignions la porte. Alyssa s'est détachée et s'est dirigée vers l'interphone. Sa voix est restée professionnelle, mais j'ai décelé le léger tremblement lorsqu'elle a dit, « Personnel de cabine, préparez les portes pour l'arrivée. » Les moteurs ont ralenti. Les lumières de la piste se reflétaient sur les hublots. Soudain, l'adolescent s'est levé brusquement, le visage pâle. « Je dois descendre de cet avion. »« S'il vous plaît », a-t-il dit fort. Sa voix était brisée par une terreur réelle. Une vague de confusion a parcouru la cabine. C'était clair maintenant. Je n'étais pas la seule à avoir été prévenue, ou menacée. Avant que quiconque puisse réagir davantage, l'homme à la veste noire a plongé la main dans son bagage à main d'un mouvement délibéré. Alyssa s'est immédiatement avancée, levant la main sèchement.
Monsieur, veuillez vous asseoir, a-t-elle ordonné, mais il s'est figé en plein mouvement lorsqu'il a remarqué que la porte du cockpit s'ouvrait et que 2 marshals de l'air en uniforme entraient tranquillement dans l'allée depuis la première classe. C'est alors que j'ai réalisé que toute cette situation était bien plus complexe qu'un membre d'équipage agissant seul. Il y avait déjà une opération fédérale en cours et, d'une manière ou d'une autre, j'avais été placé en plein centre. Alors que les marshals de l'air descendaient l'allée, déguisés en passagers ordinaires jusqu'à ce moment, Alyssa s'est retournée vers moi et a dit doucement mais fermement, « Vous n'avez jamais été la cible, mais maintenant vous êtes la clé. » Mon souffle s'est coupé. Chaque nerf de mon corps me disait que ce moment, ici même, était la ligne de démarcation entre mon ancienne vie et ce qui allait suivre. J'ai hoché la tête une fois. « Je veux descendre de cet avion », ai-je dit à voix haute, ma voix stable même si mes mains tremblaient. Cette phrase était ma décision. Alyssa a expiré comme si elle avait retenu son souffle. Elle s'est écartée, faisant signe aux marshals de l'air. L'avion ne s'était même pas encore arrêté que les marshals sécurisaient déjà l'allée et se préparaient à une évacuation immédiate. J'avais fait mon choix, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. L'avion venait à peine de s'arrêter complètement que tout a éclaté en même temps. Les signaux de ceinture de sécurité étaient toujours allumés, mais 2 marshals de l'air fédéraux se déplaçaient déjà dans l'allée avec une urgence contrôlée. On n'avait pas dit aux passagers la vraie raison de notre retour, donc la confusion s'est répandue en murmures qui se sont rapidement transformés en alarmes lorsqu'un des marshals a atteint la rangée où était assis l'homme à la veste noire. Au lieu d'obtempérer, l'homme s'est levé lentement, son expression impassible, presque ennuyée. Ses yeux froids se sont d'abord posés sur moi, puis sur le cockpit, puis de nouveau sur le marshal qui s'approchait de lui. À cet instant, sa main a glissé dans sa veste. Avant qu'il ne puisse sortir quoi que ce soit, le marshal a crié un ordre et l'homme s'est figé, réalisant qu'il avait été déjoué. Mais ce n'était que le premier déclencheur. Un deuxième homme, assis près de la sortie de secours, s'est soudainement jeté sur le levier de la porte. Toute la cabine a sursauté. Une hôtesse de l'air s'est précipitée pour le bloquer, mais il l'a repoussé avec une force surprenante. L'adolescent à l'arrière a crié « Ne l'ouvrez pas. Ce n'est pas ce que vous croyez. » Sa voix n'était pas effrayée. Elle était dévastée, comme s'il savait que quelque chose d'horrible était sur le point de se produire. Les passagers ont commencé à paniquer, certains se baissant, d'autres criant, les enfants pleuraient. La femme en tailleur, qui avait envoyé des textos nerveusement, s'est levée et a essayé de se frayer un chemin, pour être retenue par un second marshal. Elle a crié « Vous ne comprenez pas. Ça va s'activer. » Son visage avait perdu toute couleur. Ces mots m'ont traversé comme une décharge électrique. S'activer. Qu'est-ce qui allait s'activer? J'ai regardé Alyssa, qui appuyait déjà de manière urgente sur l'interphone, sa voix ferme. Restez assis. Ne touchez à aucun compartiment à bagages. Son ton calme ne correspondait pas à la peur dans ses yeux. Elle est entrée dans l'allée et a fait un signe de tête à l'un des marshals, qui a alors tendu la main et a ouvert un compartiment à bagages spécifique. Celui juste au-dessus de l'endroit où j'avais été initialement assigné. À l'intérieur, il n'y avait pas de sac. C'était un appareil scellé et câblé de la taille d'une boîte à lunch avec un petit voyant lumineux clignotant. La cabine est devenue silencieuse. Les gens regardaient, incrédules. L'homme à la veste noire a souri, non pas en signe de victoire, mais de satisfaction que nous ayons enfin vu la vérité. Il s'était attendu à ce moment. Les agents se sont déplacés avec une précision rapide. L'un a maîtrisé l'homme, lui liant les mains dans le dos avec des attaches autobloquantes alors qu'il regardait droit devant lui, comme s'il avait déjà accepté son sort. L'autre agent a utilisé un scanner sur l'appareil, mais ne l'a pas touché. Alyssa s'est approchée, ne quittant jamais des yeux les criminels, tandis que l'adolescent continuait de répéter « Ce n'était pas censé être ici aujourd'hui. Ils ont changé de vol. Ils ont changé de cible. » Sa voix tremblait de culpabilité. Il n'était pas un complice. Il était un témoin ou pire, quelqu'un contraint de participer. La porte du cockpit s'est ouverte et le capitaine est apparu, le visage pâle. Il a regardé directement Alyssa. « Est-ce qu'il est actif ?» a-t-il demandé. Elle a acquiescé d'un air sombre. La tension dans l'air était suffocante. Alyssa s'est alors tournée vers moi avec un regard qui m'a glacé le sang. Cet appareil a été placé sous le siège 14C. Votre siège. Mon souffle s'est coupé. On m'avait attribué le 14C seulement ce matin-là, après avoir changé ma réservation pour un vol plus tôt afin de surprendre ma mère.
Mon changement de siège n'avait pas été aléatoire. Il avait été intercepté. Si je n'avais pas eu cette serviette, si j'étais restée assise, si Alyssa n'avait pas remarqué le changement, je n'aurais pas survécu à ce vol. Mais le cauchemar ne s'est pas arrêté là. Alors que les forces de l'ordre commençaient à évacuer les passagers rangée par rangée, la femme en tailleur continuait de crier à qui voulait l'entendre, s'est déclenchée à distance. Il y a quelqu'un au sol. Ces mots ont déclenché une nouvelle vague de terreur. Les marshals se sont immédiatement mobilisés, alertant le contrôle au sol. Des unités d'intervention d'urgence ont encerclé l'avion. Tout le monde était évacué par la porte arrière, la plus éloignée de l'appareil. Quand mon tour est venu, Alyssa a posé une main ferme sur mon épaule. Sa voix était basse et calme. Il ne s'agissait jamais de vous. Il pensait qu'un informateur fédéral serait assis à votre place. Quelqu'un avec des documents sensibles. Ils ont ciblé le vol 14 pour un assassinat politique. Vous avez embarqué à sa place sans le savoir. En entrant sur la passerelle, j'ai vu 3 hommes en tenue tactique sprinter dans le couloir vers le terminal. Quelque chose se passait encore. J'ai entendu des cris depuis la zone d'embarquement. Les gens couraient. L'adolescent, maintenant sous protection, s'est retourné vers moi, les larmes aux yeux, et a dit, plus pour lui-même que pour quiconque, ils ont dit que personne ne le saurait. Ils ont dit que personne ne serait blessé, sauf la cible. Il est devenu clair que ce n'était pas de la violence aveugle. C'était un coup monté, calculé, conçu pour ressembler à un accident en plein vol, une opération de couverture, et j'avais failli être le visage de tous les journaux télévisés du pays. Au moment même où j'entrais complètement dans le terminal, mon téléphone, toujours en mode avion, a vibré à plusieurs reprises dès qu'il s'est reconnecté au service. Des textos de ma mère, de ma sœur, des appels manqués de numéros inconnus. Puis un message vocal d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai appuyé sur lecture, les mains tremblantes. Une voix déformée a dit « Nous savons que vous êtes descendu de l'avion. Ce n'est pas fini. » C'est à ce moment que j'ai réalisé que je n'étais pas seulement une survivante. J'étais maintenant impliqué dans une bataille que je n'avais jamais demandé à mener. Et les gens derrière tout ça n'en avaient pas fini avec moi. Je me tenais dans le terminal, entouré de lumières clignotantes, d'agents fédéraux et de passagers paniqués. Mais à ce moment-là, chaque son me semblait lointain, comme si j'étais sous l'eau. Le message vocal résonnait encore dans mon esprit. Ce n'est pas fini. Je sentais mes mains trembler, non seulement à cause de ce qui avait failli arriver, mais aussi à cause de la réalité dans laquelle j'étais entré sans le savoir, une réalité bien plus vaste que moi. Une agente s'est approchée de moi avec une expression ferme mais compatissante et m'a dit que je serais emmené dans une zone de détention sécurisée, loin du public. Elle a expliqué que les suspects faisaient partie d'un groupe extrémiste national qui avait comploté des attaques ciblées, déguisées en accidents d'aviation. Ils avaient identifié un lanceur d'alerte fédéral spécifique qui devait voyager sur ce vol sous une identité protégée. Ce lanceur d'alerte avait annulé à la dernière minute, sans qu'ils le sachent. Mon siège, celui qu'ils avaient ciblé, lui était initialement attribué. C'est là que j'ai compris. J'étais en vie, non pas par hasard, mais parce qu'une femme que je n'avais jamais rencontrée avait choisi d'agir par instinct plutôt que par routine. Si Alyssa avait ignoré son intuition, si elle avait haussé les épaules face au changement de siège, si elle avait eu ne serait-ce qu'une minute de retard, j'aurais fait la une des journaux, et non pas été une personne vivante racontant mon histoire. Alors que les agents fédéraux m'emmenaient, je suis passé devant des familles s'étreignant, des passagers pleurant de soulagement, et des gens exigeant avec colère des réponses du personnel de la compagnie aérienne. Leur vie avait été perturbée, leur projet de voyage ruiné. Mais avec le temps, ils comprendraient. Ces inconvénients les avaient sauvés. J'ai été escorté dans une petite pièce privée où j'ai enfin revu Alyssa. Elle ne portait plus l'expression composée d'une hôtesse de l'air. Elle était une agente fédérale infiltrée. Et cette serviette n'était pas seulement un avertissement. C'était la première étape pour sauver des centaines de vies ce jour-là. Quand nos regards se sont croisés, j'ai fondu en larmes. Pas de peur cette fois, mais de gratitude. Elle s'est approchée et a posé une main réconfortante sur mon épaule. J'ai besoin que vous sachiez quelque chose, a-t-elle dit doucement. Vous n'auriez jamais dû être en danger. Mais quand j'ai vu le regard dans vos yeux, j'ai su que vous étiez assez forte pour entendre la vérité. Ces mots se sont installés dans mon cœur. Toute ma vie, j'avais été celle qui aidait les autres. Les patients, les familles, les étrangers en crise. Mais ce jour-là,
j'ai dû compter sur quelqu'un d'autre pour me sauver. Au cours des heures suivantes, j'ai fait ma déposition. J'ai appris que l'adolescent avait été contraint par le groupe extrémiste et avait discrètement tenté de signaler sa détresse en serrant son sac à dos. La femme en tailleur était en fait une agente infiltrée d'une autre branche, surveillant les suspects sous un angle différent. Plusieurs agents suivaient cette opération depuis des semaines. La décision d'arrêter le vol n'était pas aléatoire. Elle avait été déclenchée au moment où Alyssa m'a glissé cette serviette. Parce que j'ai réagi, parce que j'ai bougé, parce que je n'ai pas ignoré les signes avant-coureurs. Ce que je pensais être de la peur est devenu ma plus grande protection. Ce que je pensais être de la panique était en fait de la lucidité. Plus tard dans la nuit, j'ai été conduite dans un hôtel sécurisé sous protection fédérale. Je suis resté allongé sur le lit, les yeux fixés au plafond, incapable de dormir. Mon téléphone vibrait constamment avec des messages de ma famille et de mes amis qui avaient vu les dernières nouvelles sur une menace majeure déjouée à LAX. Ma sœur a finalement réussi à me joindre sur une ligne protégée, sanglotant de soulagement. La voix de ma mère s'est brisée quand elle a entendu la mienne. J'ai senti les larmes couler sur mon visage en réalisant à quel point j'étais passé près de ne plus jamais entendre sa voix. Je m'attendais à me sentir faible, traumatisé, brisé, mais au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Un but. Si cela avait été mon dernier jour sur Terre, je serais parti sans dire au monde ce que j'avais vu, ce que j'avais appris, que le danger se cache souvent derrière des moments normaux, qu'un seul avertissement peut vous sauver la vie si vous êtes prêt à écouter. Dans les jours qui ont suivi, j'ai coopéré avec les autorités pendant qu'elles démantelaient le réseau plus large derrière l'attaque. Mon histoire n'a jamais été rendue publique dans tous ses détails en raison des enquêtes en cours. Mais ce que j'ai vécu a changé le cours de ma vie. J'ai arrêté de vivre passivement. J'ai commencé à faire attention, non pas avec peur, mais avec conscience. Je me suis fait la promesse de ne plus jamais rejeter mes instincts ou ignorer les signes que les autres essaient de donner. Aujourd'hui, je partage cette histoire parce que vous méritez de savoir que parfois votre vie dépend d'un choix que vous ne vous attendiez jamais à faire. On ne vous tendra peut-être jamais une serviette avec un avertissement écrit dessus. Mais vous pourriez vous sentir mal à l'aise dans une situation, remarquer que quelque chose cloche, ou entendre une voix intérieure vous dire d'agir. Ne l'ignorez pas. Votre instinct n'est pas de la panique. C'est une protection. Et parfois, la protection se présente sous la forme d'un étranger vous suppliant d'écouter. Si cette histoire vous a ouvert les yeux ou vous a fait sentir reconnaissant d'être en vie aujourd'hui, assurez-vous de vous abonner dès maintenant et de commenter d'où vous regardez. Votre commentaire pourrait rappeler à quelqu'un d'autre de faire attention, et ce rappel pourrait sauver une vie.